Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc à cette nouvelle conférence en ligne. La première donc depuis la réouverture du musée. Vous savez peut-être que nous avons mis en place cette proposition de conférence en raison de la fermeture prolongée des musées, mais compte tenu du succès qui a été rencontré par cette proposition, nous avons donc décidé de poursuivre après la réouverture avec une fréquence d'environ une conférence par mois. Alors aujourd'hui, donc, c'est François Bécuve qui va intervenir. François est chargé des collections numismatiques et armes au Palais des Beaux-Arts et administrateur également de notre base de données de gestion des collections. François Bécuve va donc nous parler d'une facette moins connue des collections du Palais des Beaux-Arts, que sont les collections de médailles. Alors, quelques mots d'introduction sur cette collection, assez brièvement, avant de laisser la parole à François. Le musée des médailles de Lille a été créé vers 1824 par Charles Narcisse Verly, qui était membre de la Société impériale des sciences de l'agriculture et des arts de Lille. Cette collection, donc déjà très impressionnante, en importance et en nombre à l'époque, n'a cessé depuis de s'enrichir, notamment par des dons officiels ou de particuliers. On peut citer parmi les derniers donateurs Jacques et Elisabeth Foucard ou encore Philippe Laporte et Yannick Pellegrin. Aujourd'hui, la collection numismatique représente environ 20 000 exemplaires qui vont des monnaies grecques et romaines jusqu'à des médailles du XXe siècle. Et parmi ces œuvres, on peut citer la très riche collection Achille Vernier, qui est constituée de monnaies flamandes, ou encore un ensemble assez complet de médailles du règne de Louis XIV, ou encore des médailles et plaquettes de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, qui appartiennent à ce qu'on appelle l'âge d'or de la médaille en France. Donc l'inventaire, le catalogage et l'informatisation de cette collection est un travail de longue haleine mené par François Bécuve. Vous pouvez en découvrir une partie sur notre base de données des collections, accessible en ligne via notre site internet. Et donc ce travail d'inventaire a été l'occasion pour François de mettre en lumière un pan de cette collection que sont les médailles de la Seconde République, un ensemble qui constitue une collection d'environ 800 objets qui sont à la fois des médailles officielles ou plus artisanales et qui sont souvent le véhicule de messages politiques ou institutionnels, relevant parfois de la propagande ou de la satire. Donc ces médailles constituent bien évidemment des témoignages historiques, mais elles revêtent également une dimension artistique qui tient à l'habileté du médailleur, qui est un artiste dont le champ d'expression est tout à fait particulier, puisqu'il dispose d'un espace très restreint pour s'exprimer et qu'il travaille quasi exclusivement le métal. Donc voilà donc pour ces quelques éléments de contexte. Donc c'est sur cette période de 1848 que François va maintenant nous entretenir à travers donc l'iconographie de la figure de Marianne. Donc François, je vous remercie beaucoup et je vous laisse la parole. Je précise, comme on vous l'a dit, que vous pouvez poser bien évidemment des questions que je relayerai à la fin de la présentation de François. Voilà, bonne conférence et merci de votre attention. Merci Alice. Bonjour à toutes et à tous. La communication d'aujourd'hui pourrait aussi s'intituler Les Mariannes auxquelles vous avez échappé. Parce qu'au cours des phases du récolement décennal, on fait des découvertes et des redécouvertes dans nos fonds patrimoniaux. Et c'est lors du récollement que m'est venue l'idée de partager avec vous quelques symboles très forts pour nous, pour la France, et notamment le symbole de Marianne qui a commencé à se cristalliser en 1848. Donc
l'évolution du modèle depuis de la République, hein, depuis la Révolution jusqu'à nos jours, ça ne pourrait pas être décrit, bien sûr, dans le temps dont nous disposons, mais c'est sur donc juste ce petit laps de temps très court, hein, l'année 48, jusqu'aux élections présidentielles que je vais me situer, que je vais situer mon propos. Parfois, je vais devoir faire des retours en arrière pour, bien sûr, indiquer à un certain nombre d'entre vous les sources auxquelles les artistes ont puisé pour pouvoir effectivement exécuter leur travail. Bon, je vais essayer donc de partager mon écran. Voilà. Voilà. Donc, il y a tout un foisonnement de représentations de la République qui existe. Et en 1848, nous avons eu la fameuse icône de Marianne. Voilà. Donc, on va essayer. Voilà. Donc, maintenant, c'est devenu une icône, mais ça a failli ne pas l'être. Voilà. Donc, du coup, en premier lieu, on va voir la genèse de l'iconographie de la République, qui date de la Révolution française. Donc cette référence révolutionnaire va marquer durablement les représentations de tous les régimes républicains, hein, depuis la Convention directoire jusqu'à nos francs et euros d'aujourd'hui. D'ailleurs, l'image reste quand même encore assez forte. Dans un second temps, on va revenir avec la formation du gouvernement provisoire suite aux journées de février 1848 sur le nouveau contexte politique et artistique de cette période. Et bien sûr, toujours à travers l'éclairage de la numismatique. Et on fera un petit écart, effectivement, on parlera rapidement du concours de peinture sur la figure de la République qui avait été ouvert pour les artistes à cette époque. Ensuite, nous allons nous arrêter sur un certain nombre d'exemplaires du concours monétaire de 1848 qui suit de très près les élections à l'Assemblée nationale. Donc c'est un concours tout à fait officiel, très cadré. On va examiner quelques essais pour détailler les symboles les plus présents. Certains sont parfois polémiques. Bien sûr, une étude de cas détaillée de tout cet ensemble, parce qu'il y a eu quand même 31 graveurs pour à la fois l'or, l'argent et le cuivre. Vraiment, si on voulait détailler tous les cas, ça prendrait quelques heures. Donc, on prendra quelques exemples. Donc, dans ce que vous verrez au niveau du concours monétaire de 1848, c'est une série d'essais qui ont été frappés en étain et qui sont issus du don de Charles Dierix, qui est l'ancien directeur à la Monnaie de Paris, au musée des médailles. Ce don a été fait avant 1860 au musée des médailles de Lille. Donc, dans tout ce que je vais vous présenter, vous reconnaîtrez certainement quelques modèles qui ont inspiré au XXe siècle à la fois des monnaies, des bustes que l'on peut voir dans les mairies, des timbres-poste, des cachets et d'autres supports officiels qui véhiculent cette image de Marianne. Et on va essayer, je vais essayer, moi, de vous la présenter un peu mieux pour voir un petit peu quelle est la genèse de cette iconographie. Alors, bien sûr, la numismatique, ainsi que l'art d'un graveur pour composer une médaille ou une monnaie, ça touche nécessairement à l'emblématique. Comment on peut faire passer une idée de manière universelle, si possible, afin que tout le monde puisse l'identifier, tout le monde puisse matérialiser cette idée dans sa pensée et qu'on puisse reconnaître l'emblème au premier coup d'œil. Alors, pour ce faire, c'est souvent le signe qui est utilisé. Donc, on parle de signe, d'un signe, on parle aussi d'emblème, de symbole. Et en fait, on va utiliser ça, on va soit le créer ou on va le convoquer à partir de choses qu'on avait déjà existantes dans le passé. On va l'adapter parfois avec l'objectif qu'il soit efficace comme un logo. Donc, on parle d'icône, donc l'iconographie, ça n'est pas une science nouvelle, dont
que seuls les communicants ou les as du marketing pourraient maîtriser, hein, parce que les premiers traités d'iconologie datent du XVIe siècle, mais la tradition de représenter des emblèmes existait déjà bien avant. On peut même dire qu'avec l'héraldique et la vexillologie, enfin l'art des fanions et des drapeaux, ce sont des sciences qui sont un petit peu primordiales et qui sont vraiment très anciennes. Alors, le message qui est contenu dans une identité visuelle a toujours été une préoccupation majeure, hein, pour tous les pouvoirs, se faire reconnaître du premier coup d'œil et également se faire respecter. Alors, donc, premier point, la jeunesse de l'iconographie, l'image de la République. Donc, l'acte fondateur, en fait, en matière d'image de la République, c'est la définition du sceau. Le sceau de la République, tel que l'a proposé l'abbé Grégoire. Au lendemain de l'abolition de la monarchie, hein, cette définition a été reprise par le décret de la Convention du 22 septembre 1792. Donc, un sceau, c'est destiné à garantir l'officialité d'un acte, même sous seing privé, hein. Il authentifie les lois, les décrets, les circulaires. Il doit donc être tout à fait représentatif. L'image qui est véhiculée doit être indiscutable. Donc, si l'emblème est apposé, l'emblème parle et il fait force de loi. Alors, l'abbé Grégoire avait donc défini en 1792 la République dans sa représentation sous la forme suivante. C'est une figure de la liberté, donc qui dit liberté, dit comme chez les anciens, une allégorie féminine qui est drapée à l'antique. La liberté donc tient une pique. La pique est coiffée d'un bonnet phrygien ou bonnet de liberté et elle est appuyée sur un faisceau d'armes. Alors, on a donc là une bonne définition sur ce qu'est la République française. On a donc une femme drapée à l'antique, appuyée sur un faisceau d'armes et qui tient une pique coiffée d'un bonnet, soit phrygien, soit de liberté. Et là-dessus, il faudra qu'on s'arrête un petit peu au symbole du bonnet, parce que ce symbole du bonnet qui est propre à la liberté d'abord et ensuite à la République, il doit être expliqué, parce que c'est cet emblème qui est un véritable point d'interrogation et qui est aussi l'objet de toutes les crispations au XIXe siècle. Et ça va conditionner, on va le voir dans tout le reste de notre histoire, la pertinence ou non d'une icône. Donc, sur le bonnet, qui est donc le principal attribut de Marianne, on va voir en fait d'où il est tiré et comment il est apparu chez nous. Alors, le bonnet est d'abord issu de l'iconographie antique. C'est le bonnet de liberté qu'on appelle Pileus. C'est celui des esclaves affranchis ou qui ont gagné leur liberté dans la Rome antique. Donc en fait, sur cette diapositive, vous pouvez voir donc l'allégorie de la liberté qui tient effectivement une pique et qui tient un bonnet. Vous voyez un bonnet conique sur plusieurs monnaies, hein, également celle de Galba. En fait, ce symbole est obligatoirement associé et immédiatement associé à la liberté. Là, on le voit sur, par exemple, des monnaies de Galba. Notre liberté a toujours son bonnet de liberté pour bien représenter de quelle allégorie on parle. Alors, ce bonnet, c'était un bonnet en vague feutre. Hein. Le feutre, c'est du poil collé. Voilà. Et il était remis à l'affranchi lors d'une espèce de cérémonie. Et en fait, le porter pour l'esclave affranchi, ça changeait d'une part sa condition au regard des membres de la communauté, aux membres de la communauté de son quartier, de la famille, des autorités, de la société en général. Mais le décret de la Convention de 1792 parle à la fois d'un bonnet de liberté ou d'un bonnet phrygien. Alors pourquoi aller chercher aussi loin un symbole que la Phrygie? Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que le bonnet phrygien? D'abord, il s'agit, il faut l'expliquer, d'un attribut de certains prêtres de Zoroastre, dans un premier temps,
Ensuite, de Mitra, qui a été repris dans la religion polythéiste romaine. Le culte de Mitra, on voit souvent des représentations avec un bonnet qui ressemble effectivement à un bonnet phrygien. Donc pour le reconnaître, ben voilà, il a une forme un petit peu repliée sur le dessus, rebondie. Il a parfois des pattes qu'on appelle oreillettes et un petit couvre-nuque. Alors les Grecs, eux, l'appelaient bonnet oriental, alors que les Romains, eux, l'appellent bonnet de Phrygie. Donc ce symbole, il est vraiment présent partout sur les médailles. On le voit à plusieurs reprises sur des cocardes, par exemple. Là, on a une magnifique cocarde de 1848 avec les couleurs bleu, blanc, rouge et un magnifique bonnet rouge au milieu. Quelquefois, on a le bonnet qui est représenté avec la cocarde dessus. Et quelquefois, on a des points d'interrogation. Comme par exemple, parfois on ne sait pas si c'est vraiment un bonnet de liberté ou un bonnet phrygien. Alors la couleur rouge du bonnet, elle est apparue en fait à cause des galériens, les galères. En fait, les galériens étaient coiffés d'un bonnet qui était rouge. Et comme les galères étaient la lie de la société, le bonnet rouge était la couleur de l'infamie. Donc en 1792 et 1793, on parle encore du bonnet rouge autant que du bonnet phrygien. Petit à petit, ça va commencer à se confondre, tout en sachant que normalement le bonnet de liberté n'a pas de petite forme rebondie. Les enfants diraient, par exemple, si vous voulez voir un bonnet phrygien et bien savoir qu'il est phrygien, bah vous pensez au bonnet des Schtroumpfs de Peyo. Voilà, donc c'est à peu près, voilà, c'est comme ça que vous pouvez le définir. Il est un petit peu rebondi sur le dessus et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir les différencier. Pour moi, au niveau du récollement et de l'identification des objets dans les collections, c'est quand même assez intéressant de savoir si c'est un bonnet de liberté ou un bonnet phrygien, en tout cas pour les descriptions. Alors, comment dire, le bonnet fait loi, c'est-à-dire au niveau du décret de 1792, et dès que la République elle est confirmée en 93, on va donc dire que ça se confond et qu'en fait, il n'y a plus de bonnet de liberté, il n'y a plus de bonnet phrygien. Pour tout le monde, c'est le bonnet et qu'on va appeler donc phrygien par définition. Alors, ce bonnet va donner comment dire, une représentation à partir de 1793, le système décimal qui est mis en place. Donc la monnaie qui a connu quelques vicissitudes avec la fin de la monarchie constitutionnelle et la raréfaction des espèces, la monnaie doit être stabilisée, elle doit obéir à un système décimal. Et on a demandé à Augustin Dupré, qui est un graveur à la monnaie déjà sous l'Ancien Régime, et puis ensuite graveur au général à partir de 1791, on lui demande de proposer et de réaliser plusieurs types monétaires républicains, dont les décimes et les centimes, et c'est les fameux décimes à la Marianne, qu'on appelle donc encore aujourd'hui Marianne de Dupré. Donc ils ont été émis à partir de l'an 5, donc l'an 5 c'est globalement 1795-1796, quoi, voilà. Ensuite, eh bien, l'Empire fait table rase en fait de ces représentations. L'Empire a maintenu le franc, mais il a propagé le système décimal, mais il cultive sur les médailles et les monnaies l'image de Napoléon, les emblèmes républicains comme le bonnet rouge, la pique que l'on a vu tout à l'heure, ou le faisceau de licteurs, à ce moment-là sont remplacés par l'aigle, le foudre, et puis les abeilles aussi qui sont semées par-ci par-là. Alors, le règne de Charles X revient un petit peu aux fleurs de lys. Il se termine par les journées de juillet 1830 et l'application des Bourbons. Et l'image de la République n'aura pas vraiment le temps de renaître à ce moment-là. Voilà.
Mais voilà, ce qui se passe, c'est que après 1830, donc monarchie de Juillet, euh, euh, il y a un événement artistique qui a lieu, qui est le salon de 1831. Et en fait, c'est là où on voit Eugène Delacroix qui présente à ce salon un tableau qui est maintenant mondialement connu et qu'il avait intitulé à ce moment-là Scène de barricade. Donc tout le monde le connaît comme le tableau qui s'appelle La liberté guidant le peuple. Et en écho à la conférence de Boris Bernabé sur la justice que vous avez eue il y a une quinzaine de jours, il est bon de rappeler qu'en ces temps de monarchie de juillet, ce tableau de Delacroix qui a été exposé au salon, il a révulsé un certain nombre de critiques et il a divisé aussi bien la société que les artistes. Donc pour un certain public qui est habitué de la peinture et d'un certain classicisme, ce tableau a été un véritable choc. Et le pouvoir royal a pris ça presque comme une provocation. Donc pourquoi cette liberté a fait tant parler et qu'est-ce qu'on lui reprochait? Donc on voit bien que la liberté, là, a bien son bonnet, elle n'a plus de pique, mais elle a un fusil avec une baïonnette, ce qui revient à peu près au même, elle tient un drapeau tricolore. Qu'est-ce qui pouvait bien choquer le public là-dedans? Alors, tout d'abord, moi je répondrais d'abord le bonnet rouge, parce que le bonnet rouge rappelle la terreur et toute l'horreur révolutionnaire. C'est ce bonnet qui cristallise effectivement hein, toutes les inquiétudes, les angoisses et les mauvais souvenirs. Ensuite, qu'est-ce qui a pu aussi choquer un peu le public? C'est la nudité. C'est vrai que sur l'ensemble de ce tableau, je ne vais pas refaire ce qu'a fait Boris Bernabé très justement, mais il y a quand même pas mal de nus. Et la nudité, même partielle, de certaines figures a fait quand même un peu scandale. Donc nous, notre allégorie de la liberté, elle a la poitrine dévoilée. C'est, je veux dire, pour l'histoire de l'art, c'est un symbole nourricier. Donc on n'y voit pas forcément, comment dire, euh, une insulte hein, au bon goût, mais à ce moment précis, avec les autres attributs qu'elle accumule, elle est considérée un peu comme vulgaire. Et certains commentateurs vont même voir dans cette liberté une fille publique. Donc on est vraiment dans une période extrêmement tendue du point de vue intellectuel. Alors ajouté au fait qu'elle est armée, que toute la scène est une sorte de tumulte, qu'il y a de la crasse et de la poudre un peu partout, que les couleurs du drapeau tricolore insistent encore sur des événements qui sont maintenant normalement révolus. Et le symbole est donc un peu malvenu. Bon, cette image péjorative de la République, elle va subsister dans les mentalités assez conservatrices pendant assez longtemps, y compris après 1848. Alors, l'historien Maurice Agulon a beaucoup publié sur l'image de la liberté et il a écrit Nouvelle sainte ou nouvelle déesse pour les uns, Marianne et la gueuse pour d'autres. Et je crois qu'effectivement, cette sentence est bien posée. Cette liberté directement inspirée de la première révolution française associée à la terreur, c'est une image vraiment malséante, elle n'est plus digne d'être montrée, elle est trop populaire, trop violente, ce qui fait que l'État Louis-Philippard donc va acheter la toile de Delacroix, mais pour la remiser et mieux la faire oublier, parce qu'il la considère quand même comme séditieuse. Et dès lors, ce symbole disparaît un petit peu et on va revenir à quelque chose de plus sain. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre pour substituer à cette allégorie de la liberté? Qu'est-ce qu'on va pouvoir substituer comme symbole ou comme emblème? Eh bien, ce sera le génie de la liberté du sculpteur Auguste Dumont. Donc, ce génie de la liberté, pas mal d'entre vous le connaissent. Hein, il s'agit en fait du génie de la colonne de la Bastille. C'est un garçon ailé qui est exécuté de manière très très académique. Il réunit plusieurs symboles. Alors, il a le pied sur un globe terrestre, ce qui montre qu'il rayonne un peu. Il tient un flambeau.
Donc ce flambeau est là pour apporter la lumière du savoir ou de l'intelligence. Dans l'autre main, il montre un morceau de chaîne. Ce sont les fers brisés de l'oppression. Et il est coiffé aussi d'une grande étoile à Sirion qui est posée sur son front. Et c'est comme s'il irradiait universellement. Donc ce génie de la liberté, il y a plusieurs médailles de 1840 pour l'inauguration de cette statue et de 1848 qui montrent cette allégorie. Je vais vous en montrer quelques-unes parce que les interprétations étaient quand même assez fidèles au départ. Tout au moins, donc Jean-Pierre Montagny, qui a figuré en fait ce génie de la liberté là de face, on va dire très très fidèlement. Et en fait, cet avers ou droit a été conjugué en 1848 avec une autre iconographie pour représenter comment dire, la liberté qui éclaire le monde, en fait. Voilà. Donc ça, c'est Jean-Pierre Montagny qui a repris très exactement le génie de la liberté. Adolphe Garnier, alors lui c'est un petit peu différent. Il a repris le génie de la liberté, donc tout à fait, on va dire, classiquement. Il l'a orienté un tout petit peu différemment, mais en fait, il l'a contextualisé. En fait, le personnage que l'on voit sur le globe terrestre et qui est couché, il s'agit d'une allégorie de la monarchie. On voit sa couronne qui est tombée sur le sol, et dans la main, il tient un sceptre qui est brisé. Alors cette image du sceptre brisé, d'ailleurs, sera assez présente sur les médailles de 1848. C'est un signe fort de la déchéance de la monarchie. Ensuite, on voit dans le ciel étoilé, on voit une nuée avec un niveau de maçon, et ce niveau de maçon est le symbole de l'égalité. En général, c'est un triangle équilatéral, et donc il signifie bien que chaque côté est identique. Et donc, par sa puissance, ce niveau vient foudroyer l'image de la monarchie. On voit quelques rayons, d'ailleurs, qui sortent de la nuée. Ces éclairs viennent foudroyer le personnage qui est au sol. Voilà. Alors, rappelons du point de vue emblème aussi que le niveau de maçon, qui signifie l'égalité, peut rappeler aussi ce qu'on a connu sous la Révolution de 1789, qui s'appelle l'être suprême, et le culte de l'être suprême qui a perduré pendant quelques années ensuite. Jean-Pierre Montagny, encore lui, a refait aussi un autre génie de la liberté sur une médaille qui cohabite ici avec une représentation qu'on peut dire de Marianne, effectivement, avec un bonnet phrygien. Alors, il y a un petit clin d'œil dans cette médaille de Jean-Pierre Montagny, puisqu'il a coiffé le génie de la liberté, a été coiffé en fait d'un bonnet phrygien à la place de son étoile rayonnante. Bon. Alors, Montagny, c'est un graveur qui est né justement en 1789 à Saint-Étienne et qui est mort à Belleville vers les années 1862. Il est issu d'une famille de médailleurs et de graveurs sur cuivre. Donc, il a été l'élève de son père et de son oncle, qui s'appelait Jean Effleury Montagny. Et aux Beaux-Arts, il a été l'élève de cartelier. Donc, c'est sous la monarchie de Juillet et en 1848 qu'il va produire le plus. Et ses thèmes de prédilection sont bien sûr républicains, mais il a perduré, il a gravé aussi des types monétaires, alors à la fois pour Charles X, pour Louis-Philippe et pour Louis-Napoléon. Donc c'est quand même un graveur qui s'inscrit un petit peu dans la durée. Alors, nous venons de voir là deux, trois médailles où figure ce génie de la liberté du sculpteur Dumont. Et en fait, les voies du destin sont un petit peu impénétrables parce que, inaugurée en 1840, la colonne de Juillet sera aussi le lieu où le trône de Louis-Philippe sera conduit par la foule et sera brûlé.
Et donc, c'est ce qu'on peut voir sur ces deux images de deux médailles différentes. Sur celle de droite, vous pouvez voir la colonne de Juillet avec son génie, avec le trône de Louis-Philippe qui est en train d'être incendié. Et là, on appelle cette image la justice de Dieu, alors que de l'autre côté, sur la gauche, vous voyez une autre image d'un trône où on voit bien les initiales de Louis-Philippe dessus, mais qu'on appelle la folie du peuple. Donc on peut dire que, comment dire, que la colonne de Juillet a marqué les esprits, mais avec la fin de Louis-Philippe, je crois que la représentation de la liberté, le génie de la liberté, effectivement, aura fait son temps. Alors, le gouvernement provisoire, il est constitué à partir du 24-25 février. Donc, de nombreuses médailles de nos collections, comment dire, traitent de cet événement-là. 23, 24, 25 février, tout ça est très dense chez nous. On a effectivement un nouveau régime qui s'organise. Bien sûr, il a besoin d'images pour sa communication. Et la Seconde République naissante, qui voit des tensions dans les milieux intellectuels, comme on l'a vu tout à l'heure, déjà à partir de 1830 jusqu'en 1848, la Seconde République va devoir canaliser un petit peu toutes ces tensions intellectuelles et artistiques. Mais pour beaucoup d'artistes, le nouveau pouvoir politique, c'est un espoir d'obtenir des commandes. Parce que le système qui prévalait était décrit comme particulièrement verrouillé par l'Académie, par le ministère, par la Cour. Et donc, beaucoup d'artistes, jeunes et moins jeunes, ont eu un nouvel espoir, et c'est de recevoir des commandes. Alors, parmi ces jeunes artistes, on a Armand Caquet. Donc, Armand Caquet nous fait une Marianne qui est très semblable à la version d'Augustin Dupré que nous avons eu tout à l'heure, avec le bonnet phrygien, avec les oreillettes, avec le couvre-nuque. Donc, cette version-là, donc on l'a vu on le voit sur la médaille, à la coupe du buste, est gravé en creux 1834. Donc ça nous laisse entendre que l'artiste avait déjà exécuté sa Marianne dans des temps où elle était encore séditieuse. 1834, c'était quand même pas le moment trop de montrer une République française et une Marianne, mais voilà, ça fait partie des choses que les artistes ont dans leur carton, et que quelquefois ils ressortent bien des années après, parce que l'inspiration était passée par là, il fallait la saisir à ce moment. Donc Armand Caquet, il est né vers 1793 à Saintes. Donc c'est un élève de l'école royale de Rochefort. Bon, il a été élève de Raymond Guérard, un grand graveur. Il a été lui-même graveur à la Monnaie de la Hague. Et donc Caquet a travaillé à la fois pour les Bourbons et après pour les Orléans. Il a fait aussi quelques modèles pour l'Angleterre. Et il a été nommé, de 1853 à 1858, il a été nommé graveur officiel de l'empereur Napoléon III. Donc il a une carrière quand même assez longue, puisqu'il est décédé en 1881. Bon, c'est un style tout à fait reconnaissable. Caquet a produit énormément et son nom revient sur énormément de médailles. Alors, de nombreuses réformes donc institutionnelles et sociales sont décidées par ce gouvernement aux membres qui viennent d'horizons très différents. Et le ministère des Beaux-Arts, il est fondu dans celui de l'Intérieur. Donc, c'est le ministre de l'Intérieur qui fait office de ministre des Beaux-Arts. Donc, ce personnage, c'est Ledru-Rollin. C'est un personnage qui est vraiment central pour la future représentation de la République par les artistes. Donc d'anciens membres du ministère sont recasés dans des commissions, dans des comités. Il y a énormément d'échanges avec ce nouveau ministre des Beaux-Arts. Effectivement, les comités, les commissions obtiennent des concessions, des prérogatives,
quelques droits, et quelques droits de regard sur la nouvelle production artistique. Alors, comme il faut bien avoir une image assez rapidement maintenant de la Nouvelle République, il faut lancer ce qu'on appelle un concours, et donc le concours pour la figure de la République, qui a été lancé à partir de la mi-mars 1848, avec un appel aux artistes dans le Moniteur universel. Donc ce concours cherchait à recréer l'emblème de la France républicaine, et toutes les assemblées et communes, y compris rurales, devaient pouvoir partager, identifier du premier regard l'image de la République française. Donc le Palais des Beaux-Arts de Lille conserve un projet, une esquisse de Jules-Claude Ziegler, qui était élève d'Ingres. Et donc en fait, cette esquisse pour la figure de la République a été exposée pas mal de fois. Donc qui présente en fait une allégorie qui tient une gerbe liée. On verra que c'est un symbole d'union, qui présente également un triangle, on va dire là c'est plutôt un niveau de maçon pour signifier l'égalité. La République met le pied sur un lion, le lion qui signifie à la fois la force mais qui signifie aussi le peuple, et un visage quand même assez serein. Et dans le fond, on voit effectivement les mots fraternité, liberté et égalité qui sont marqués tout à fait en fond. Alors ça, c'est l'esquisse que nous conservons à Lille. Mais en fait, il y a eu trois types de supports qui ont été privilégiés pour ce concours. Il y a eu la peinture, bien sûr, la sculpture et la médaille. Et Ledru-Rollin, ce donc, nouveau ministre des Beaux-Arts, il va même préciser au début du mois de mai 1848 quels seraient les contours de l'allégorie que la République souhaite. Et il va donner des indications tellement précises qu'on pourrait presque parler de cahier des charges. Alors, c'est vrai que la commande est publique, que le lauréat ou les lauréats du concours seront assurés d'avoir des commandes à court terme, donc un certain avenir financier. Mais, comment dire, Ledru-Rollin, quand même, est assez fin parce que voilà un petit peu son cahier des charges. Il dit, la composition doit réunir en une seule personne la liberté, l'égalité, la fraternité. Cette trinité est le caractère principal du sujet. Les signes des trois puissances doivent apparaître. La République devrait être assise pour donner l'idée de la stabilité sous-entendue du nouveau régime. Les trois couleurs nationales du drapeau doivent être présentes, même si elles sont discrètes ou disséminées dans la toile. Et le bonnet phrygien, ou bonnet rouge, ne peut pas être gommé, parce qu'il est signe de liberté. Mais comme il l'écrit aux artistes, seulement arrangez-vous pour en quelque sorte le transfigurer. Le peuple s'attend à le retrouver dans la personnification du gouvernement qu'il a choisi. Mais gardez-vous aussi des airs trop belliqueux pour la République. Songez à la force morale avant tout. La République est trop forte pour avoir besoin de lui mettre le casque en tête et la pique à la main. Alors effectivement, les représentations à l'antique de l'allégorie armée doivent donc un petit peu logiquement disparaître des projets que les artistes vont présenter. Et sur 450 peintures, il y a eu 450 peintures de présentées à ce concours, 173 sculptures, il y a aussi 31 médailleurs qui ont présenté des projets pour trois types différents, pour l'or, l'argent et le cuivre, on va en détailler quelques-uns tout à l'heure. Et 41 dessins aussi ont été présentés pour un médaillon emblématique de la République. Alors malheureusement, le concours de peinture ne va pas se terminer, parce que le 23 octobre 1948, le jury décide d'annuler purement et simplement le concours, sans qu'aucun lauréat définitif soit désigné parmi les 20 finalistes. Donc, bien sûr, on ne regardera pas toutes les peintures, mais énormément d'ouvrages et d'études ont été faites à ce sujet. Vous n'aurez aucun mal à en retrouver sur Internet. Voilà, pour ce qui est des peintures. Alors, les symboles républicains sont très présents sur les projets,
mais comme on l'a vu, ils ne sont pas tous présents. Donc c'est vrai que sur l'esquisse de Jules Ziegler, tout n'est pas présent comme l'avait préconisé Le Dru-Rollin. Mais bon, il y a déjà un certain nombre qui sont présents. Voilà. Alors, si ce concours n'a pas abouti, c'est parce qu'il y a eu trop d'emblèmes, trop de symboles dans les œuvres, et il y a eu des oppositions de style. Donc la lecture finalement de ces toiles a été soit difficile, soit parfois impossible, tellement il y en avait, et l'objectif final du concours, finalement, il est manqué. Donc, la République, finalement, elle va vivre sa petite vie. On la voit ici, par exemple, sur cette représentation, avec un sceptre terminé avec une main de justice et un niveau de maçon, alors qu'à côté, elle figure un petit peu comme vous l'avez vu sur le sceau de la Convention, le sceau de la République française. Et bien, toutes ces représentations, pendant un moment, elles sont un petit peu en compétition. Donc on a une Marianne qui est sage, qui est libérale, et puis une Marianne qui est un peu plus populaire, comme on l'a vu tout à l'heure, véhémente. C'est une iconographie qui est défendue par les tenants du drapeau rouge. Voilà. Alors, beaucoup des médailles que nous conservons dans nos collections mentionnent à la fois une république sociale et démocratique par rapport à on va dire une république plus paisible, et que là, on va appeler la république une et indivisible. Alors, l'allégorie de la liberté devient donc une expression de la République, vous l'aurez compris. Maintenant, une liberté, c'est la République, et dès qu'elle est identifiable grâce à un symbole. Alors, ce symbole, c'est, nous l'avons vu, le bonnet, mais ce n'est pas systématiquement le bonnet. Et même si le bonnet phrygien persiste, et là on le voit sur un certain nombre de médailles, comme l'inauguration de l'Assemblée nationale au mois de mai 1848, juste après les élections, on voit bien un bonnet phrygien, mais comment dire, il s'agit d'une médaille. Donc pour une monnaie, il n'est pas possible de penser de cette manière-là. Pour une monnaie, les clauses du concours monétaire de 1848, c'est un exercice qui est beaucoup plus imposé, et les clauses sont quand même assez bien encadrées, drastiques. Alors, la monnaie, vous le savez, c'est le vecteur quotidien de l'image du pouvoir. Donc, il est urgent de changer le portrait du roi Louis-Philippe. Ça, c'est très urgent. Donc, très rapidement, on lance le concours de monétaire en même temps que le concours de la figure de la République. Mais par contre, le concours, lui, il va aller jusqu'au bout. Et en fait, on va donner une image de la République très, très rapidement. Alors, si le gouvernement avait laissé coexister plusieurs symboles ou allégories sur les médailles, sur les peintures, sur les médaillons, les statues et statuettes, sur les monnaies et médailles, là, ça sera un petit peu différent. Donc, le décret du gouvernement provisoire du 3 mai 1848 définit un petit peu la fabrication des diverses monnaies nationales. Donc, ça rappelle un petit peu la loi du 7 germinal en 11. C'est, comment dire, la teneur en métal fin, le poids, les diamètres et les types de tranches, etc. Donc, tout ça est en général assez codifié. Donc là, le nouveau décret dit que les tranches des monnaies d'or et d'argent porteront la devise « Dieu protège la France ». Donc on peut en déduire que la République de la fin de 1848 n'est pas forcément purement laïque. Voilà. Le droit ou l'avers de la monnaie, il est clairement imposé. Le type, ça sera une république, et sa légende sera obligatoirement République française. Le revers, lui, doit porter explicitement au centre la valeur faciale. Donc, on avait fait des monnaies de 40 francs, 20 francs, 5 francs, 1 franc, 10 centimes, etc., ce qu'on appelle les valeurs faciales. Et l'encadrement de chaque valeur faciale était également codifié et imposé. Il devait y avoir des feuilles d'olivier et des feuilles de chêne.
Et puis c'est aussi bien sûr sur le revers, mais ça traditionnellement, maintenant, on pense instinctivement que c'est toujours là-dessus, mais c'est quand même le décret qui le définit. L'année de fabrication sera donc placée au revers. À partir de 1848, c'est systématique. Alors, le concours qui a été ouvert dès sa publication du décret donc au mois de mai, il devait se terminer initialement le 23 septembre 1848. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu les journées de juin, il y a eu le contexte de l'état d'urgence. Donc, le ministère des Finances a prolongé ce concours monétaire jusqu'au 31 octobre. Mais c'est vrai que tous les artistes graveurs, ils étaient 31, ne pouvaient pas tous, au vu de ce contexte-là, fournir tous les coins à temps et pouvoir présenter des modèles à temps. Donc, on a décidé de prolonger d'un peu plus d'un mois ce concours monétaire et il a été couronné de succès et il y a eu des lauréats que je vais vous présenter donc en rentrant un petit peu dans le détail maintenant de quelques essais monétaires. Alors ici, c'est Augustin Dupré, c'est un modèle qui a été repris sur la Marianne de Dupré, qui a été repris en 1848 sur la Marianne révolutionnaire. Alors, par exemple, ici, Vauthier-Gall qui montre un petit peu les symboles qui sont issus de la devise républicaine. Donc ici, on voit une chaîne cassée, donc c'est les fers de l'oppression qui ont été brisés pour représenter la liberté. Une main de, ce qu'on appelle des mains de foi ou une fraternité, ce sont deux mains qui se serrent, et bien représente donc la fraternité et l'égalité, comme on l'a vu tout à l'heure, est représentée par le niveau de maçon. Et on a une petite étoile pour rayonner un petit peu au-dessus. Alors, le premier prix de ce concours monétaire pour les espèces d'or, c'est Louis Merlet. Alors, Louis Merlet a concouru pour l'or uniquement. Il n'a rien déposé pour l'argent, il n'a rien déposé pour le cuivre. Donc, du coup, il a déposé que pour l'or, mais c'est sa production qui a été retenue. Et donc, elle est assez intéressante parce qu'on voit effectivement des épis de blé pour l'abondance. On voit effectivement des feuilles de chêne et des glands pour un petit peu la stabilité, la solidité. On voit on voit un faisceau de licteurs. Ce faisceau de licteurs, là, celui-là, il a une main de justice. En fait, c'est la force à la loi. Voilà. Ce symbole, cet emblème, a été repris pour dire force à la loi. Et la Marianne, si j'ose dire, la République de Merlet, a un petit pendant d'oreille, une boucle d'oreille qui est en forme de, de niveau de maçon, pour signifier l'égalité. Alors ce modèle a été repris quasiment à l'identique, mais vraiment quasiment identique, il n'y a pas eu quasiment de changement. Donc là, vous voyez une des pièces de 20 francs qui a été tirée à Paris en 1849. Voilà, 48, 49, et puis après, il était temps de changer. Donc ces pièces sont malgré tout quand même pas si courantes que ça. Elles n'ont pas beaucoup circulé, donc elles ont été thésaurisées. Donc en général, elles sont en relativement bon état. Ensuite, autre artiste qui a été lauréat, pour les monnaies d'argent cette fois-ci, il s'agit d'Eugène André Houdinet. Donc lui, il représente la République sous les traits de Cérès. Donc, Houdinet, il est déjà employé dans l'administration du timbre, des postes. Il nous a laissé cette image vraiment éternelle sur les premiers timbres-postes français de la CRS. Donc, Houdinet est un grand sculpteur, un grand médailleur. C'est Ingres qui lui a appris d'ailleurs à composer l'image et à travailler sur l'art grec antique. Et il a voué toute sa vie d'ailleurs une admiration sans borne pour Ingres. Houdinet a été l'élève du sculpteur aussi à Petitot. Il a été l'élève du médailleur André Gall, qui lui a donné une sûreté dans son exécution et puis une bonne pratique pour l'outillage. Donc Houdinet a été prix de Rome en gravure en médaille en 1831, donc assez jeune finalement, 21 ans.
Et puis il va concourir régulièrement dans tous les salons jusqu'en 1855. Il remporte des prix assez régulièrement. Il exposera d'ailleurs jusqu'en 1882. Sous Napoléon III, il va réaliser plus de statues et de bustes, et peut-être un petit peu moins de médailles. Donc il y a beaucoup de statues qui sont connues de lui, hein, la Psyché endormie ou l'abbé de Sabé au Louvre. Bon, voilà. Alors, si en 1848, il coiffe pas son allégorie avec un bonnet phrygien, il le fera sur les pesos argentins. Mais par contre, comme vous le voyez ici, il n'a pas oublié finalement de faire figurer en tout petit, en fin de légende, là ici, à la fois le bonnet phrygien, la fraternité et le niveau pour signifier l'égalité. Là, c'est un autre modèle qu'il a présenté pour les monnaies de cuivre. Donc là, il s'agit d'un essai pour les 10 centimes, où là, il nous montre une allégorie qui est casquée. Et bon, bien sûr, elle est couronnée avec couronne, gerbe de blé, fleurs, etc. Mais sur son casque sont tracés à la fois la fraternité, l'égalité et la liberté. Alors, il y a un petit jeu de mots qui circule sur la production d'Houdinet, sur ce type monétaire. En fait, la CRS d'Houdinet a donné le jeu de mots suivant, c'est comment dire, quand on regarde le revers, le franc d'Houdinet, on peut lire liberté, point, égalité, point, fraternité, point. Parce qu'effectivement, Houdinet est un des seuls graveurs qui a accepté de ponctuer à la fin de la devise, il a accepté de ponctuer avec des points. Donc, liberté, point, ça a choqué, semble-t-il, un certain nombre de gens, mais on en a fait un bon jeu de mots. Et puis, pour le revers, Houdinet sous la République. Et effectivement, on peut voir sur le modèle précédent que Eugène André Houdinet signe à 6 heures, juste en dessous de son modèle. Donc, Houdinet sous la République, eh bien, à la belle étoile, parce que effectivement, il met une étoile au-dessus de son allégorie. Donc, le jeu de mots, certes, est un petit peu douteux, mais ça a fait rire quand même pas mal de gens. Houdinet sous la République, à la belle étoile. Bien évidemment, il ne s'agit pas forcément de républicains hein, qui ont fait ce jeu de mots. Alors, l'allégorie d'Houdinet a connu une très belle carrière pour un type monétaire. On va la frapper jusqu'en 1851. Elle revient en 1870-71. Et elle orne aussi les médailles du monde agricole, de l'éducation nationale, pour des lycées prestigieux. Voilà. Alors, je vais rapidement vous montrer également, comment dire, une autre allégorie de la République par Farochon. Alors, celle-là, elle est assez inusitée parce qu'elle est représentée de face. Alors, représenter un visage de face, c'est une gageure hein, pour un médailleur. C'est assez rare dans les portraits numismatiques, donc il faut le souligner. On a eu que, allez, je pense qu'on a dû à peu près avoir 8 modèles sur l'ensemble de l'or, l'argent et le cuivre qui ont été présentés avec des républiques de face. Donc c'est quand même assez... voilà. Alors, on peut voir sur cette allégorie que Farochon a montré la liberté sous forme d'une hirondelle qui prend son envol. C'est une assez jolie image pour la liberté, assez inusitée, mais pourquoi pas, c'est assez inventif. Ensuite, la fraternité, elle est réduite vraiment à la plus simple expression. D'habitude, on voit des bras avec des mains qui se serrent. Là, on ne voit vraiment que les mains. Il n'y a même pas les poignets, il n'y a même pas les cols de chemise. C'est vraiment le minimum. Et puis, bien sûr, l'égalité avec le niveau. Alors, cette allégorie de face, elle émet quelques rayons qui rappellent un petit peu la couronne radiante de certaines monnaies romaines. Voilà. Alors, sous sa République ou sur sa République, il n'y a pas de bonnet phrygien, il n'y a pas de faisceau de licteur, qui soit coiffé ou non, mais la couronne de blé, la couronne de chêne montrent que la France, elle est pourvoyeuse de richesses et qu'elle est stable. Donc, l'approche de Farochon est quand même assez intéressante, comme celle de Bovy, comme celle de Leclerc. C'est une République qui vous regarde au fond des yeux et qui est assez intéressante. Alors,
comment dire, dernier lauréat pour ce concours monétaire. Il s'agit de François Domard, donc un grand graveur aussi, qui a présenté deux modèles. Donc, il y a eu un accessit pour son modèle de 5 francs en argent, enfin, pour toutes les monnaies d'argent, et là, il s'agit d'un essai monétaire pour les 5 francs, où on a une allégorie, comment dire, qui, certes, elle rappelle un petit peu celle d'Houdini, mais en fait, elle a un niveau de maçon qui lui orne le front et qui fait que ça lui fait comme un diadème. Et puis, sur l'épaule, elle a un faisceau de, enfin, sur l'épaule, derrière le cou, elle a un faisceau de licteur. Donc, le premier faisceau de licteur pour la 5 francs, il est orné d'un coq. Et puis, pour celle de la 10 centimes de cuivre, il est orné du bonnet phrygien. Oui, là, il y a le petit renflement, donc il est bien phrygien. Et en fait, François Domard obtiendra le prix pour le cuivre. Enfin, je vais vous parler d'un dernier qu'on va dire qui est un petit peu hors concours, malgré qu'il ait accumulé les accessites. C'est Jean-Jacques Barre, ou Jacques Jean Barre. C'est le même personnage, à la fois pour les timbres-poste et pour les monnaies. Donc en fait, pour la 10 centimes, il nous a proposé deux versions. Il nous a proposé une version de la République démocratique, une et indivisible, et puis une République française tout simplement. Donc en fait, là, on a vraiment très très peu de références républicaines comme on a pu le voir avant. Bon, et on a effectivement une couronne avec des poutis, avec quelques grains, des grappes de raisin, qui signifient un petit peu l'abondance. Voilà. Alors, deux versions pour les espèces de cuivre, mais seule la légende qui change. Le revers, par contre, montre que en fait, il y a une véritable maîtrise en fait du métier de graveur en monnaie. Là, ici, c'est la monnaie de 5 francs pour laquelle il a aussi eu un accessite. Donc, on retrouve toujours sa petite couronne de poutis. Pas vraiment une couronne, mais on va dire une ronde d'enfant. Voilà. Les rayons qui rappellent la couronne radiée qui sont derrière la République et qui donc irradient un petit peu. Et puis le revers qui donc précise donc les valeurs faciales, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc l'atelier, le différent graveur, l'année. Et puis, Jean-Jacques Barre a décidé de mettre un symbole qui est le symbole de l'union, qui est cette gerbe de blé qui est liée et qui, en fait, veut dire union. Donc, vous voyez là-dessus, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de bonnet phrygien, il n'y a pas de faisceau de licteur, il y a l'union. Et c'est déjà un symbole quand même assez fort. Donc, Barre a eu quand même 3 accessites pour chaque matière, l'or, l'argent et le cuivre. C'est quand même une très belle performance. Il a failli quand même l'avoir. Et là, je ne résiste pas à vous montrer une espèce de, comment dire, d'inclassable. Là, il s'agit en fait d'une république qui est en buste. Donc, seins nus d'ailleurs, avec les cheveux totalement défaits. Et avec, comment dire, elle est drapée hein, quand même, et en fait, l'agrafe de son drap, c'est une fraternité. Ce sont deux mains de foi qui se serrent. Et bon, c'était assez intéressant de voir cette espèce d'or concours. Alors, il s'agit de, alors je ne sais pas si c'est Adolphe ou Anatole Bouchon, donc un graveur quand même assez peu connu. Il n'a concouru une seule fois, ni pour le, comment dire, ni pour l'or, ni pour le cuivre. Il a composé que pour l'argent. Et donc nous avons nous la chance d'avoir un essai ici qui est l'essai des 5 francs, où on voit sur le revers que les symboles ont été quand même assez multipliés. On a bien sûr notre symbole de l'union avec la gerbe de blé qui a été liée. On a notre niveau de maçon qui représente l'égalité. On a l'arbre de la liberté. Et ensuite, on a la fraternité. Alors, l'arbre de la liberté est comment dire, un symbole qui a été réencouragé un petit peu par le gouvernement provisoire. En tout cas, les plantations de l'arbre de la liberté
ont été, voilà, ont été même officialisés, puisqu'il y avait des officiels qui venaient inaugurer le nouvel arbre de la liberté. C'est un symbole révolutionnaire qui a, comment dire, retrouvé ses lettres de noblesse. Voilà. Alors, comment dire, je vous montre rapidement Borel dans ses essais très très sages, parce qu'en fait, ça, c'est les essais monétaires pour l'argent et pour le cuivre. Mais en fait, quand Borel dessine une République française, parfois, elle est beaucoup plus complexe. Elle tient un drapeau tricolore, elle est coiffée du bonnet phrygien, elle tient les tableaux de la loi, elle a donc le faisceau armé à ses pieds. Parfois, là, ici, elle écrase un serpent. Donc, il y a quand même, comment dire, quand Borel fait des médailles, il est beaucoup plus libre que, effectivement, dans son concours monétaire. D'ailleurs, sa Marianne a été plébiscitée par la ville de Lille pour la construction de l'hôtel de ville qui a été reconstruit en 1948 sous les dessins de Benvignat. Et donc, en fait, on a repris, enfin, la ville de Lille a décidé d'avoir le modèle de Borel pour sa Marianne, enfin, pour officialiser, en fait, la médaille de la ville de Lille pour cet hôtel de ville. Émile Rogat a également fait 2-3 Mariannes qui sont quand même assez reconnaissables, et je vous les montre parce qu'en fait, tout ça, c'est vraiment fondateur de l'image de Marianne que nous avons aujourd'hui, telle qu'on se la représente tous, qui est la Marianne véritablement officielle. On a parfois des républiques avec un coq, mais là, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que le coq, bien sûr, c'est la vigilance, mais c'est un emblème qui est devenu français, un peu par extension. Il peut être aussi assez critiquable. Voilà. On a la couronne radiée que nous avons vue tout à l'heure, qui est quand même maintenant un sceau tout à fait officiel. Là, c'est le sceau, par exemple, de la Seconde République, qui est un sceau qui est très connu par les professions, comment dire, comme les notaires, les huissiers, avocats, etc. Un sceau tout à fait officiel. Voilà. Donc, en conclusion, je voulais dire que c'était donc les Mariannes de Valentin Maurice Borel, de Rogat, d'Armand Caquet, qui sont inspirés d'Augustin Dupré, qui finalement sont restés dans nos mémoires et qui sont finalement devenus des icônes avec la force symbolique du seul bonnet phrygien. Et on a vu que ce n'était pas si facile parce qu'il a été très très critiqué. Et donc maintenant, dès qu'on voit un bonnet phrygien, on peut identifier immédiatement une république. Et je vais maintenant vous laisser la parole si vous avez encore quelques questions, en essayant de ne pas avoir été trop long. Merci beaucoup, François, pour cette présentation très très riche. Il y a quelques questions. D'abord, une petite question sur une des allégories en buste. Alors, je ne me rappelle plus l'auteur, c'est avant Borel, c'est une question de Cordélia qui voulait savoir si elle avait un niveau sur la tête. Alors oui, effectivement, on a 2-3 allégories qui présentent un niveau sur la tête et qui montrent effectivement, qui pourraient représenter un diadème. Mais quand on regarde attentivement, c'est effectivement un niveau. En fait, comme il est placé, on va dire quasiment de profil, il est difficile à identifier, mais ça n'est pas un diadème. Il est effectivement, c'est un niveau. Oui. Je vais essayer de retrouver l'image tout à l'heure pour vous la montrer. Alors, une question plus générale. Que pensez-vous, François, des médailles qui sont actuellement émises en nombre et qui représentent des figures telles les présidents de la République, Harry Potter, Mickey, donc médailles en argent? Quelles valeurs peuvent-elles avoir à part la valeur du métal? Écoutez, la médaille, elle est représentative de l'époque. Donc, je pense que si effectivement on a fait des médailles sur Mickey, sur Harry Potter, j'ai vu la série qui est sortie effectivement à la Monnaie de Paris,
c'est que Harry Potter est un véritable phénomène littéraire. Hein, on peut, voilà, on n'en disconvient pas. Ça a gagné tous les pays, quasiment tous les pays. C'est quelque chose c'est une littérature dans laquelle les enfants se retrouvent. Donc, quelque part, c'est un petit peu normal de l'avoir célébré en essayant de faire une série de médailles. Je trouve ça plutôt charmant pour les enfants. Euh, quant, à, quant à représenter des présidents, je dirais que c'est une véritable tradition. Euh, chaque gouvernant a son portrait, hein, quelque part. Bon, tout le monde n'a pas voulu l'avoir, effectivement, mais comment dire, il est évident qu'un certain nombre de personnes, comment dire, sans le désirer vraiment, se sentent honorées d'avoir leur portrait sur une médaille, puisque, après tout, une médaille ou une monnaie, hein, d'ailleurs, puisqu'après tout, c'est être frappé dans le métal pour l'éternité, puisque c'est un des médias qui est les plus solides dans le temps. Et complément à cette question, ces pièces peuvent-elles être mises en circulation pour leur valeur faciale? Alors, normalement, si vous avez une valeur faciale et qu'il n'est pas stipulé nulle part dans votre document d'accompagnement que vous pouvez, comment dire, que c'est uniquement pour collection, vous pouvez tout à fait essayer de les échanger. Maintenant, comment dire, il est évident qu'il faut que le poids du métal fin soit le bon. Il faut aussi que ça ait un certain nombre de dimensions. Donc, les conditions sont, on va dire, assez drastiques. Mais pourquoi pas? J'ai vu sur Internet, effectivement, la sortie de ces séries, mais j'en ai pas vu encore moi-même. J'en ai pas eu encore dans les mains. Donc, je ne saurais pas vous dire si elles sont effectivement échangeables et si c'est de la monnaie très courante. Et moi, j'aurais également une question. Est-ce qu'aujourd'hui, ces dernières années, il y a eu également des grands concours organisés pour la création de monnaie en France en particulier? Alors, à ma connaissance, en concours monétaire, j'ai pas l'impression qu'il y en ait eu énormément. Après, je plaide un petit peu mon ignorance là-dessus parce que je ne suis pas beaucoup l'actualité, parce que je suis quand même dans des collections assez passées. Et finalement, nous, on s'est arrêté au 20e, hein, voilà, dans nos collections. Donc, c'est vrai que depuis que je travaille sur les collections un peu plus prestigieuses, je ne m'intéresse plus tellement à ce qui sort sur le marché, ma foi. Et puis, il y a aussi le fait que, bah, ma foi, moi, j'aime bien avoir quelque chose de bon aloi. Et c'est vrai que entendre parler d'or 9 carats, d'argent 500%, enfin 50%, ou etc., je trouve que ça dévalorise un petit peu mais ça, c'est mon avis personnel, hein, bien évidemment. Donc, c'est vrai que même du point de vue investissement, je réfléchirais à deux fois, quand même. Très bien. Eh bien, je ne sais pas si... il y a peut-être une autre question. Euh, oui, concernant les symboles maçonniques, connaît-on l'appartenance éventuelle de certains graveurs à des loges contemporaines? Peut-on y voir une influence quelconque? Donc, j'imagine des liens entre les graveurs et la franc-maçonnerie. Alors, c'est tout à fait possible, mais mes documentations ne me permettent pas de le préciser. Alors, je pense que comment dire, le musée de la franc-maçonnerie a un centre de documentation qui est, à mon avis, un peu plus ouvert que par le passé. Je sais qu'il y a eu un certain nombre de documents qui ont été rapatriés aussi suite à la dernière guerre mondiale. Il y a beaucoup de choses finalement qui sont maintenant disponibles. Je dirais que la question est à creuser, mais j'ai pas voulu faire trop de parallèles parce que souvent j'entends parler de triangle maçonnique, alors que on peut, comment dire, sur ce fameux triangle, on peut voir à la fois
l'être suprême, mais on peut voir aussi juste le niveau de maçon pour l'égalité. Donc, ce n'est pas forcément une appartenance maçonnique. On va dire que là, il s'agissait quand même bien d'un emblème, je veux dire, tout à fait républicain en la matière. Alors, sans conteste, un certain nombre de graveurs devaient être maçons, mais je n'en ai pas la liste et ce n'est pas forcément indiqué dans leur biographie. Mais je suis preneur de toute information qui pourrait bien sûr étoffer la biographie de tous ces grands graveurs. Très bien. Ben, écoutez, s'il n'y a plus de questions, je renouvelle mes remerciements, François, pour cette conférence très complète et très riche. Et merci à toutes et à tous de votre attention. Merci encore, François. Et je vous souhaite une très belle fin de semaine. Merci à l'équipe, merci à tous.